Donc ce soir, alors on parle un petit peu de ce sujet, hein, définir sa gamme de produits ou de services. Déjà, de quoi on parle quand on quand on parle d'une gamme? Je pense que c'est important de comprendre que une gamme de produits ou de services, finalement, c'est une offre qu'on va développer dans le temps. Donc il y a vraiment une histoire de continuité, puisqu'on peut sortir un premier produit et ensuite on va développer un certain nombre de choses pour développer l'entreprise tout simplement. Et donc il y a une histoire en fait de rentabilité, mais aussi de suivre les tendances du marché, les tendances du secteur. Qu'est-ce que tu en dis, Jessica? Ah oui, excuse-moi, je pensais que tu allais continuer. Ça fait Oui, bah longtemps qu'on vous exact. parle derrière. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah clairement, t'as tout résumé. Ce que c'était une gamme. Et c'est vrai que la thématique de ce soir, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a constaté que beaucoup de personnes, lorsque vous commencez à vous lancer dans votre entreprise, ou même quand vous êtes en plein développement ou en pleine croissance, l'une des problématiques qui revient très fréquemment, c'est quel produit sortir, quelle gamme développer, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi sortir. Et en fait, on a constaté que souvent, c'était tout simplement un problème qui était lié tout simplement à un manque de connaissance du marché. Donc c'est vrai que, en fait, lorsqu'on se retrouve face à cette situation de ne pas savoir quoi développer comme produit, c'est souvent qu'on manque d'éléments factuels sur lesquels se baser en fait pour justement y voir plus clair et prendre des décisions beaucoup plus stratégiques par la suite. Et c'est tout l'objet et toute la thématique de ce live aussi ce soir. Oui, c'est vrai que souvent il manque simplement des données, la connaissance d'un certain nombre de données pour pouvoir justement baser finalement la prise de décision, décider, ben voilà, on va sortir tel produit ou tel service, on va le présenter de telle manière, on va travailler tel avantage concurrentiel, parce qu'il faut savoir que quand on développe une gamme de produits ou de services, mais ça commence dès le premier finalement, dès la première offre, on s'adresse à un avatar, à une cible. On s'adresse à une cible bien particulière et cette cible, il va falloir être capable de comprendre ses besoins et d'apporter une solution à ses problématiques. Donc, on a déjà, ça ne concerne pas que nous en fait. Quand on lance un business, ça ne concerne pas que nous, ça concerne beaucoup d'acteurs différents. Donc, il y a déjà cette cible d'une part, et après, il y a tous les autres acteurs du marché qu'il est important de regarder d'autre part. Donc, notamment ben, la concurrence, puisque il faut impérativement que votre offre se démarque des concurrents pour pouvoir avoir une chance de faire un bon lancement et d'éviter de se retrouver avec la même offre que les concurrents et finalement tomber dans la guerre des prix parce que une fois qu'on vend exactement la même chose, après la seule manière de se démarquer, c'est le prix et c'est pas forcément une bonne idée de faire la guerre des prix en fait, surtout quand on se lance. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si jamais il y a des notions ou des termes qu'on emploie qui sont peut-être pas clairs pour vous, pour qu'on voilà, qu'on prenne le temps un petit peu de vous expliquer ce que c'est la notion de cible, etc. N'hésitez surtout pas de ce côté-là à nous dire s'il y a des choses qui sont pas claires ou si du coup on emploie des termes peut-être très marketing qui nous paraissent très très simples, mais c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes du coup qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas encore bien clair dans vos têtes. Oui, c'est vrai que si je devais simplifier, en fait, vous avez votre offre, donc c'est ce que vous vendez. Donc votre gamme de produits ou de services, ben, c'est l'ensemble des choses que vous vendez. Et ce qu'on appelle la cible, donc ce sont les personnes dont vous espérez qu'elles vont acheter vos produits, donc vos potentiels futurs clients. Et ben, les concurrents, là, je pense que c'est assez parlant. Hein. Généralement, la concurrence, on connaît. Donc voilà, ben, c'est tout. C'est vrai qu'on peut préciser que la concurrence, il y a la concurrence directe et la concurrence indirecte, mais on pourrait même faire un live sur la concurrence tellement c'est un sujet qui est très très vaste. Moi, ce que j'aimerais savoir, si vous voulez nous laisser un petit message dans le chat, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous avez envie de vous lancer? Où est-ce que vous en êtes? Dites-nous un petit peu qu'on sache comment aussi bah, répondre le mieux à vos interrogations.
Et moi, pour venir même compléter ta requête, n'hésitez pas à nous préciser dans quel secteur d'activité aussi vous aimeriez vous lancer. Ça nous intéresse énormément aussi chez Powys, puisqu'on a eu l'occasion d'accompagner énormément de secteurs d'activité. Et c'est vrai que du coup, on a une solide expertise sur beaucoup de secteurs. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat aussi quels sont les secteurs d'activité qui vous intéressent. Alors là, il y a une excellente question pour le thème de ce soir. Jessica, où trouver les informations pour adapter son offre? Alors, alors, je vais un petit peu griller les étapes parce que je vais essayer de te répondre le plus rapidement possible, Johanna. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être me préciser dans quel secteur d'activité tu es ou tu envisages de te lancer pour que je puisse te faire déjà une réponse personnalisée et un petit peu du coup par la suite une réponse plus généraliste pour les autres personnes qui nous regardent. Johanna nous dit qu'elle a créé déjà juridiquement sa société, mais qu'il lui reste encore pas mal de choses à faire. Je suppose que pas mal, ça englobe le marketing. Et donc, ça va pile avec notre sujet de ce soir. C'est vrai que, comme on disait, pour développer une bonne gamme de produits ou de services, il va falloir s'appuyer sur une veille du marché. Donc, on va expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Mais en gros, c'est vraiment d'avoir une connaissance du secteur dans lequel vous voulez vous lancer. D'où la question de Jessica, à savoir dans quel secteur est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez vous lancer. Parce que selon qu'on est sur le secteur de la mode, sur le secteur cosmétique, sur le secteur de la déco, ou alors on veut proposer ses services aux entreprises ou encore aux particuliers, on n'aura pas on n'aura pas du tout les mêmes sources d'informations. Ouais, c'est exactement ça. Et alors moi, j'insiste beaucoup, et même lorsque j'accompagne nos trainees, nos élèves pendant les 3 mois de formation, c'est vrai que la connaissance de votre marché, c'est l'un des piliers, j'ai envie de dire, de votre entreprise, parce que c'est ce qui va vous permettre déjà de définir même votre vision, de savoir comment vous démarquer, de savoir vers quel chemin aller pour sortir vos produits et tout simplement parce que vous devez être un expert de votre marché. Et en fait, le constat que souvent j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, donc que ce soit sur peu importe le secteur, hein, même ça peut même s'appliquer au niveau des services, qui ne connaissent pas assez leur marché. Donc, on va vous parler justement de cette méthodologie qui est la veille pour vous expliquer un petit peu quelle démarche entreprendre pour justement devenir un expert de votre marché, vous professionnaliser. C'est quelque chose que vous pouvez déjà travailler en amont de votre projet si vous êtes déjà au tout début du lancement de votre entreprise. Mais même si vous avez commencé un petit peu à travailler dessus, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très rapidement et très facilement grâce aux quelques outils qu'on va vous donner par la suite. Oui, parce que finalement, le risque, quand on se lance, mais qu'on n'a pas une excellente connaissance de son marché, je sais que ça peut faire un peu peur quand on n'a pas étudié le marketing, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. En fait, quand on n'a pas cette connaissance de son marché, le risque, eh bien, c'est de faire un produit ou une offre qui va nous plaire à nous, mais on n'a aucune garantie que ça va plaire aux consommateurs, aux clients et que ça suit bien les tendances du marché. Donc, on a même encore moins de chances d'être visionnaire. Alors que c'est vraiment un avantage immense que de pouvoir être visionnaire sur un secteur d'activité et lancer quelque chose qui, des années après, va complètement exploser. On a vu, si vous avez regardé un petit peu la dernière vidéo YouTube, je parlais de certaines marques dans le domaine cosmétique qui avaient su être visionnaires et c'est absolument parce que c'est des marques qui avaient une excellente connaissance de leur marché. Enfin, comment dire, les fondateurs, les fondatrices de ces marques avaient une excellente connaissance de leur marché. Donc voilà, c'est un gros risque de se lancer sans bien connaître son marché et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver les informations pour définir sa gamme de produits et de services. Alors peut-être qu'on pourrait commencer déjà par rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est un travail de veille de marché, comment le réaliser, ou même déjà peut-être un petit peu définir pour apporter plus de précision à tous. Et t'inquiète pas, Johanna, on répond à ta question très rapidement. C'est au programme. Oui, bien sûr. Donc, alors la veille de marché, bon, de manière simple, on peut appeler ça aussi une veille marketing.
une veille mercatique, même j'ai vu la veille, en fait, ça va vraiment pour moi, comment je la conçois, c'est que ça se passe en 3 temps. Ça consiste à surveiller, à écouter, je dirais plutôt que surveiller le marché, les différentes ou l'ensemble, un maximum de sources d'informations sur ce secteur, et vous allez voir que c'est complètement à la portée de vous. Vous n'avez pas besoin de passer par un cabinet spécialisé ou quoi. Vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Aujourd'hui, avec Internet, on trouve toutes les sources d'informations et vous allez voir même que c'est parfois les concurrents qui vont vous donner toutes ces informations-là. Donc voilà, on a d'abord une étape d'écoute du marché et ensuite on a une étape de collecte des données, des informations. C'est important de collecter les informations et enfin on va analyser toutes les informations qu'on a récoltées pour pouvoir les utiliser afin de définir notre gamme de produits et de services. Alors, je crois que tu as vraiment très bien résumé déjà un petit peu ce que c'était la veille. Moi, il y a une citation que j'aime énormément qui, pour moi, reflète vraiment ce que c'est une veille de marché. C'est la suivante: savoir pour prévoir afin de pouvoir. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel, en tant qu'entrepreneur, mais je trouve Ouais. qu'elle est très parlante. Savoir pour prévoir afin de pouvoir. Vraiment, votre connaissance du marché, comme on l'a dit et comme on insiste depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'une des clés principales pour commencer votre projet. Alors, il y a plusieurs types d'informations que vous allez pouvoir analyser. Moi, la meilleure méthodologie que je peux vous recommander, même si vous êtes en création d'entreprise, si vous avez encore une idée même un petit peu floue ou si vous êtes déjà lancé, c'est de vous consacrer 1 heure à 2 heures par semaine. Et pendant ce temps-là, vous vous dites, j'effectue des recherches sur mon marché. C'est-à-dire que vraiment, vous vous concentrez dessus parce que souvent, en fait, on a tendance à s'éparpiller. C'est-à-dire qu'on va prendre une info par-ci, une info par-là, une autre info par-ci, une autre info par-là, et on va pas tout regrouper dans un seul et même document ou un seul et même fichier. Donc, en fait, toutes les informations que vous allez piocher par-ci, par-là, vous allez peut-être pas savoir les interpréter ou les mettre ou vraiment les synthétiser les unes après les autres. Donc vraiment déjà, de ce côté-là, c'est la meilleure méthodologie que je peux vous recommander. Et moi-même, en tant qu'experte cosmétique, c'est quelque chose que je fais, que j'applique depuis pas longtemps, parce que justement, avant, j'étais un petit peu dans cette démarche de prendre des informations par-ci, par-là, et je trouvais que j'étais pas forcément productive, alors que si justement vous êtes déjà dans cette démarche de savoir collecter les informations, de savoir les traiter, les analyser, ça va vraiment vous aider, vous faire gagner du temps. Et même pour les personnes déjà lancées, ce travail-là, c'est un excellent moyen pour, par exemple, la publication de contenu. Donc, je pense notamment à tout ce qui va être stratégie de communication, parce que déjà, vous n'allez pas du tout manquer d'inspiration, vous allez avoir des idées, donc que ce soit des idées sur des actualités ou même des idées sur des choses déjà passées. Quelles sont les informations que vous devez absolument connaître lorsque vous vous lancez sur votre marché? Quand vous allez commencer, c'est normal que vous ne connaissiez pas tout, c'est normal. On part forcément d'une connaissance zéro avant de devenir un expert. Donc, c'est vraiment la culture de votre marché que vous allez construire au fur et à mesure du temps. Donc déjà, vous devez connaître tous les concurrents, donc toutes les marques qui vont être concurrentes, qui vont proposer des produits similaires ou qui vont se rapprocher un petit peu de votre secteur d'activité. Comme on l'a dit, ça peut être des concurrents directs, indirects. Donc les concurrents indirects, ça va regrouper les marques ou les produits qui vont un petit peu, qui sont pas comme les vôtres, mais qui vont un petit peu avoir soit la même fonction ou vous utiliser de la même manière que vos produits. Ensuite, vous devez connaître justement les derniers produits qui viennent de sortir, les actions marketing menées aussi par les marques. Alors, comment ça se traduit de manière un peu plus concrète? Tout simplement en listant, par exemple, une liste de marques concurrentes qui vous parlent. Donc que ce soit dans un document, et après vous analysez leur site internet, leurs réseaux sociaux, quelles sont les nouveautés produits, qu'est-ce qu'ils ont sorti, à quel moment. En fait, c'est toute cette démarche d'analyse que vous allez devoir en fait prendre comme vraiment habitude rapidement pour justement déjà commencer à vous mettre dans cet état d'esprit d'entrepreneur. Vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire, de fréquemment regarder voilà ce que les marques font, ce que les concurrents font, quitte à tout mettre dans un seul et même document pour avoir quelque chose de très clair. D'ailleurs, dites-nous un petit peu même dans le chat s'il y a certaines personnes qui le font déjà systématiquement ou qui ne le font pas.
mais c'est déjà l'une des premières étapes qui va vous permettre de devenir un vrai professionnel. Surtout si vous le faites à hauteur de une fois par semaine, vous allez voir qu'au niveau de votre culture marché, en l'espace de 3 mois, vous allez déjà énormément vous professionnaliser. Ensuite, la deuxième chose que vous devez absolument connaître, et ça c'est valable pour tous les secteurs, enfin pour une grande majorité de secteurs d'activité, c'est de connaître quelles sont les tendances artistiques, créatives de vos secteurs d'activité. Je vais vous illustrer cela par un exemple. Si demain vous vous lancez dans la mode, dans le secteur cosmétique, chaque année vous avez des tendances. C'est-à-dire vous avez des tendances sur peut-être les matières utilisées, des tendances sur les couleurs, sur les packaging, sur les ingrédients utilisés. Ça, vous devez être vraiment en phase avec cela. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, on sait que si vous lancez en cosmétique, les couleurs qui sont très utilisées, on est sur des couleurs neutres, des couleurs assez nude, des couleurs peut-être même pastel, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir cette maîtrise, de connaître en fait, en dehors de votre marché, connaître un petit peu les tendances aussi qui se font. Des fois, ça peut être très simple, hein. Quand vous allez voir plusieurs marques concurrentes, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, pour toutes les marques-là du secteur d'activité suivant, j'ai remarqué que le code couleur qui prédomine, c'est par exemple le bleu. Donc, forcément, si vous vous lancez sur ce secteur d'activité avec un packaging qui est jaune alors que tout le monde est sur un code couleur bleu, bon, ça peut être un parti pris, certes, qui peut fonctionner, mais dans la logique, ça peut être aussi très délicat et vous risquez de mettre votre business en péril dès le début. Donc c'est déjà important d'avoir cette logique. On a une petite question qui est passée. Il y a une personne, Asma, qui nous disait, j'ai l'impression que c'est inhibant de trop se focaliser sur les concurrents quand on développe son produit. C'est vrai que tout dépend. Tu as utilisé le mot focaliser et il serait intéressant de le remplacer par écouter. Et je pense qu'il y a une grande différence justement dans une attitude focalisée que dans une attitude d'écoute ou dans une attitude de veille où justement on va, comme le disait Jessica, regarder ce que font les concurrents, mais d'une manière non pas focalisée, mais vraiment en veillant, voilà, en veillant, en surveillant ce qui se passe, sachant que les concurrents, c'est une source parmi l'ensemble des sources d'informations. Parce que rappelez-vous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la veille du marché, c'est vraiment de collecter, d'écouter l'ensemble des sources d'informations. Et les concurrents, c'est une partie, mais ce n'est pas l'ensemble. Ok, donc gardez bien à l'esprit que justement, l'idée n'est pas de se focaliser sur vos concurrents, parce que oui, effectivement, ça peut avoir ce côté un petit peu déstabilisant, surtout quand on se lance, mais l'idée, c'est de les inclure dans l'ensemble des sources d'informations que vous allez écouter. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, même pour rebondir sur le retour de Asma, il y a un excellent outil que je vous invite à utiliser, même en création d'entreprise ou en début de réflexion sur votre projet. C'est ce qu'on appelle le mapping concurrentiel. C'est un outil qui est génial. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Emmanuel, mais en tout cas, je trouve que pour se resituer sur le marché et pour se rendre compte, pardon, des éléments ou des positionnements où on peut aller, parce que du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de monde. C'est très, très intéressant. Pour vous resituer un petit peu, donc un mapping concurrentiel, en fait, c'est un outil visuel qui va vous permettre de représenter le positionnement des entreprises. Donc, généralement, vous avez deux axes sur un mapping concurrentiel, donc avec un axe des abscisses et des ordonnées. Et par exemple, si je vous donne l'exemple d'une marque cosmétique, les deux axes que je peux mettre, c'est, imaginons que je veux sortir une marque naturelle avec un positionnement plutôt premium, donc un peu plus haut de gamme que ce qui peut se faire de manière générale. Je vais mettre sur un axe, du coup, peut-être la fourchette de prix, donc du moins élevé au plus élevé. Et naturalité, je vais mettre de la marque la plus naturelle, entre guillemets, à la moins naturelle. Après, on peut affiner un petit peu les axes, hein, bien évidemment. Et à partir de là, à partir de votre travail de recherche sur les marques, vous allez positionner en fait toutes les entreprises sur la carte. Et ça va vous permettre déjà d'avoir un mapping au niveau des marques ou des produits
et de voir en fait où vous pouvez vous positionner aussi par rapport à tous vos concurrents. Ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant à faire, qu'on fait énormément en marketing, même sur du développement de produits aussi, pour avoir un repère en fait sur le marché. Yes. Alors justement, Johanna nous a précisé un petit peu sa question. Elle est dans le secteur des sous-vêtements et elle se demande si elle pourrait s'inspirer des marques de vêtements au niveau du packaging. Parce qu'effectivement, les sous-vêtements, c'est un secteur et les vêtements, c'est un autre secteur. Donc, est-ce que finalement, comment on gère la frontière dans ce qu'on veille et ce sur quoi on veille et ce sur quoi on ne veille pas quand on est dans des secteurs comme ça qui sont périphériques? Alors, moi, de mon point de vue, en fait, je trouve que c'est très intéressant. Au contraire, c'est très enrichissant d'aller puiser dans ce qui se fait dans les autres secteurs d'activité. Donc là, entre les sous-vêtements et les secteurs de la mode, on sait qu'on a une frontière qui est très, très fine. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu regardes les tendances en termes de couleurs de la mode pour cette saison, tu vas te rendre compte il y a des couleurs qui reviennent très fréquemment, des matières qui reviennent très fréquemment. Donc je pourrais te citer par exemple le marron chocolat qu'on voit partout sur beaucoup de collections, beaucoup d'enseignes, beaucoup de marques. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est intéressant de se dire, je suis dans mon secteur d'activité, mais je regarde aussi ce qui se fait autour, au contraire. Et surtout, si tu es sur les sous-vêtements, c'est important de pouvoir penser un petit peu en dehors de ton secteur. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est très enrichissant. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive des fois à se démarquer, même pour travailler une identité de marque, en fait. Des fois, on peut s'inspirer. Je vous donne des exemples. La dernière fois, j'écoutais un podcast en fait d'une marque cosmétique qui a été créée. Et en fait, l'univers de marque s'inspire en fait, d'un univers féerique. Donc, d'un univers féerique un peu lié au dessin animé. Et à partir de cette inspiration, donc dans un tout autre secteur d'activité, elle a réussi en fait à créer une identité de marque un petit peu différente de ce qui se fait habituellement et un petit peu de casser les codes. Donc c'est là où il faut être aussi, je pense, avoir une certaine curiosité de voir un petit peu ce qui se fait tout autour de nous. Donc forcément, on peut pas s'attarder sur tous les secteurs d'activité, mais je pense qu'il faut quand même être capable d'en cibler quelques-uns qui peuvent se rapprocher. Et après, Johanna, effectivement, même au niveau des packaging, je pense qu'il y a aussi des tendances packaging que certaines marques proposent qui peuvent être intéressants à regarder. Je sais que souvent, les packaging qui ont des signes distinctifs forts sont souvent réalisés par justement des plus petites entreprises, pas forcément des groupes où là, on est quand même sur des packaging assez classiques. Mais du côté, en tout cas, des plus petites marques, des jeunes entrepreneurs, je trouve qu'il y a quand même de très beaux exemples de packaging, même dans d'autres secteurs d'activité. Et ça fait partie aussi des éléments de différenciation quand tu vas être après sur de la livraison client, de ton produit et autres. Yes, effectivement. Et je rebondis, en fait, quand tu parlais de curiosité, moi, il y a une source d'information que dont je voulais parler pendant ce live, à laquelle vous pensez sans y penser. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un secteur, vous avez toujours des grandes marques ou bien des marques historiques, des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui sont connus par tout le monde. On pense tout de suite à eux et on ne les présente plus. En fait, non seulement c'est intéressant de les regarder effectivement d'un point de vue concurrentiel, mais surtout c'est intéressant de les regarder et de les écouter comme une source d'information. C'est-à-dire que ces grandes marques-là, ces grands groupes-là, comme ceux dont tu parlais, Jessica, par exemple en termes de packaging, ces grands groupes, eh bien, régulièrement, ils mènent des études, ils publient des rapports sur leur secteur d'activité, sur les ventes. Ils font des communiqués de presse. Souvent, vous allez avoir une marque qui a son site, son e-shop, et vous allez avoir la marque, le site aussi du groupe, qui est un site séparé. Et sur le site du groupe, vous allez avoir donc des communiqués de presse, des études, des statistiques, des guides, peut-être même des livres blancs. Bon, c'est peut-être un peu plus rare, mais vous allez avoir de la documentation. En fait, ces marques, elles font un travail que vous pouvez simplement récupérer pour justement poser les bases de la connaissance de votre marché. Parce que c'est
en justement vous appuyant sur ces données-là, tout est déjà fait, en fait. Vous avez plus qu'à récupérer le travail qui a été fait. Et pour le coup, eux, ils ont mis des équipes dessus, des équipes spécialistes. Vous allez pouvoir donc bénéficier de toutes les informations qu'ils vont vous donner, même si au début, ça pourra être un petit peu du chinois pour vous. Voilà, au début, des statistiques, voilà, des cibles, des secteurs, des segments, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Prenez le document, commencez à vous en imprégner et comme le disait Jessica, si vous avez cette habitude de prendre 1 heure, 2 heures si vous êtes un bon élève par semaine pour faire ce travail-là, petit à petit, vous allez vous imprégner. Et en faisant ça, ne serait-ce que pendant, allez, entre 1 et 3 mois, vous allez déjà avoir une courbe d'apprentissage qui va se ressentir au niveau de votre expertise. Tout de suite, vous allez faire la différence. Donc voilà, ça c'était vraiment important que vous le sachiez, que les grandes marques, les acteurs historiques font le job déjà pour vous. Donc, vous pouvez aller puiser chez eux. Et après, vous avez un autre palier, donc pour les concurrents qui sont plus à votre niveau, que vous pouvez effectivement aller regarder. Yes, exactement. Alors, on a une question de Johanna. De quel grand groupe parles-tu? Je pense qu'au niveau des grands groupes, ce serait intéressant que tu regardes même déjà du côté du groupe Chantel, qui est un groupe quand même leader aussi sur le sous-vêtement. Mais généralement, oui, on va être sur les groupes leaders, comme le disait Emmanuel. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête, toi, Emmanuel, qui te viennent par rapport à ce Alors secteur d'activité. dans les sous-vêtements, j'avais plus des marques en tête, hein, comme Obad ou comme j'ai pas forcément des groupes en tête. Maintenant dans le textile en général, bah, on a le groupe je sais jamais le prononcer, le groupe Zara Inditex? Inditex ou Ouais, voilà Inditex, c'est ça. Inditex. Voilà, vous avez ce groupe-là. Il y a le groupe d'H&M aussi qui grossit. Ouais. Il y a comment dire, en fait, il y a des groupes qui sont aussi multisecteurs qu'on peut aller regarder. Euh, là, tout de suite, honnêtement, il faudrait prendre le temps. Bah, justement, voilà, Johanna, tu as des devoirs hein, pour demain. Tu vas commencer par faire une recherche. Quels sont les grands groupes du secteur des sous-vêtements? Et donc, comme je te le disais, allez voir sur leur site corporate pour voir qu'est-ce qu'ils proposent comme document avant de redescendre à un niveau de concurrence avec des marques qui seront plus ressemblantes aux tiennes. Tu vois, les grosses marques vont vraiment te donner en fait des indications globales sur ton secteur. Mais c'est aussi comme ça qu'on gagne de l'expertise. C'est pas en regardant, tout à l'heure quelqu'un disait voilà être focalisé sur ses concurrents. Ben non, justement, c'est pas en regardant que à droite et à gauche qu'on devient un expert. C'est vraiment en regardant tout en haut et tout en bas. Alors, j'ai vu une question qui me plaît énormément. C'est la question de Asma. En cosmétique, vous conseillez de surveiller quel grand groupe phare? C'est une question qui est très intéressante. Asma, d'ailleurs, n'hésite pas à nous dire si tu as visionné notre dernière vidéo. Alors, pourquoi ta question, elle est intéressante, Asma? Tout simplement parce que en cosmétique, je déconseille, bon, enfin, je déconseille à moitié, on va dire, entre guillemets, d'observer les grands groupes. Vraiment, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur le secteur cosmétique, les grands groupes se retrouvent contraints de repenser un petit peu le business model de leur marque parce qu'ils se rendent compte que en fait, les petites marques, les entrepreneurs, les marques qui se lancent sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus à l'écoute des demandes des clients. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à rebondir. Et je peux te citer même des marques classiques du maquillage, si on ne parle pas du domaine du soin, mais par exemple des marques classiques, s'il y a des personnes qui se maquillent comme Make Up Forever ou MAC, qui étaient des marques leaders du maquillage professionnel il y a quelques années, aujourd'hui, ce sont des marques qui sont totalement en perte parce que du coup, ils sont plus du tout en phase avec justement les attentes des consommatrices de maquillage. Donc, c'est important de vous dire qu'aujourd'hui, au contraire, prenez le temps d'observer, en tout cas en cosmétique, les petites marques, les marques, les digital natives, comme on l'appelle, les marques qui se sont créées grâce à Internet, grâce à leur communauté sur Internet, qui ont commencé par du e-commerce.
de voir, d'en avoir quelques-unes en point de repère et de les suivre et de voir un petit peu ce qu'elles font. Moi, il y a quelques marques que je peux vous recommander à suivre, que je trouve très intéressantes. Bah, déjà, il y en a qui sont dans la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo justement sur notre chaîne YouTube pour les connaître. Mais après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est de suivre des marques où tu te dis, elles ont quelque chose de différent. Elles ont une identité de marque qui est différente, elles ont un produit qui est différent. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une marque qui avait un univers féerique. Donc, c'est une marque c'est la marque qui s'appelle Sève. Je vous l'écrirai dans le chat. Mais en fait, pourquoi cette marque, elle a quelque chose, c'est qu'en fait, quand vous regardez la marque, en fait, elle a un univers de marque qui ressemble pas du tout au code cosmétique actuel. Et c'est un parti pris de la part de la fondatrice. Et pour vous dire, la fondatrice, c'est une personne qui est vraiment partie de zéro, qui a démarché ses premières clientes à la sortie du carrefour de Évry pour les sonder sur ce qu'elles préféraient en termes de packaging, en termes de consommation de produits, etc. Donc c'est la marque Sève et en fait elles sont parti pris et ben c'était qu'elles voulaient en fait sur ces packaging des illustrations d'animaux qui reflétaient un petit peu les éléments où elles produisaient les produits. Donc je crois que c'est dans l'Auvergne, donc des animaux typiques de l'Auvergne avec un univers féerique autour. C'est un parti pris qu'elle a réussi à assumer puisque ça a été le succès de sa marque. Et le second parti pris aussi qu'elle a assumé qui est incroyable, c'est que aujourd'hui en cosmétique, vous avez des codes couleurs qui sont en fait comment dire qui sont presque impératifs lorsque vous créez votre marque. C'est-à-dire que le bleu, ça va être de l'hydratation. Le vert, ça va être pour les gammes purifiantes, impuretés ou pour les peaux grasses. Et le rose, c'est une couleur qui va toujours être utilisée pour les peaux sensibles, pour le côté apaisant. Et elle, quand elle a créé sa marque, elle s'est dit, bah moi, pourquoi je vais créer une gamme purifiante avec du vert, j'ai pas envie. Donc on peut se C'était une dire, rebelle, en fait. c'était une rebelle. Elle s'est dit, je veux pas. Et elle est partie voir des pharmacies pour vous dire, quand elle a commencé à créer cette gamme, elle est partie voir des pharmacies pour leur présenter cette gamme. Et ils lui ont dit, mais vous êtes complètement folle, ça va jamais marcher, c'est pas comme ça en cosmétique. Le bleu, c'est l'hydratation, le rose, c'est le côté Les peaux sensible, sensibles. les peaux sensibles, le côté apaisant. Et tout le monde lui a dit, mais ça va jamais marcher, faut pas aller dans ce sens-là, c'est une erreur de faire ça. Et pourtant, c'est justement sa gamme best-seller aujourd'hui. Donc, elle a osé aller à contre-courant. Mais encore une fois, parfois, il faut oser sortir un petit peu des sentiers battus, euh, à, à condition qu'on ait vraiment une stratégie et en fait des éléments qui soient ficelés les uns avec les autres. En fait, à partir du moment où vous avez une cohérence sur votre identité de marque, sur vos produits, sur comment vous communiquez, et en phase avec du coup votre cœur de cible, hein, bien évidemment vous allez, enfin, il n'y a pas de raison qu'en fait que ça ne prenne pas. Mais c'est vraiment en fait se dire qu'aujourd'hui, toi, Asma, faut peut-être que tu t'identifies des marques où tu te rends, où tu t'identifies, où tu te reconnais, qui te parlent et où tu vois que du coup ça a l'air de bien prendre parce que leur communauté est en croissance sur les réseaux sociaux et que tu les suives. Vraiment aujourd'hui en cosmétique, les grands groupes, les grosses marques, elles sont totalement, mais totalement en perte et c'est pour ça qu'elles sont obligées du coup de devenir de plus en plus agiles par rapport aux petites marques. Mais c'est vrai que voilà, les grands groupes, c'est compliqué pour eux parce que bah voilà, il y a de grosses équipes marketing derrière. Les produits, ils peuvent pas les faire en un mois ou en 6 mois. Enfin, ça prend peut-être un an. Donc c'est vrai que sur les cosmétiques, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à regarder des plus petites marques parce que ça va beaucoup vous inspirer. Vous allez beaucoup en apprendre justement, plus que des grands groupes. Alors avant de continuer sur les autres sources d'informations que vous devez absolument surveiller et écouter, je voulais vous rappeler que vous pouvez tenter d'être sélectionné pour gagner un business coaching offert de 2 heures. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la bio de notre profil Instagram Powys officiel. Et si vous avez envie de vous lancer mais que vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous pouvez réserver un rendez-vous en privé par téléphone avec Jessica qui est avec moi ce soir. Il suffit de nous envoyer un petit message privé et on se chargera de vous trouver un créneau dans le calendrier de Jessica. Alors moi, il y avait une autre source d'information que je trouve qui peut être zappée, en fait, passée à la trappe, et pourtant qui est intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses, Jessica. Ce sont tout, en fait, les
partenaires des concurrents. C'est-à-dire que les concurrents, que ce soit, alors là, du coup, je parle plus des grosses marques, parce que quand vous êtes une personne, un solopreneur, donc une personne seule qui veut se lancer, vos concurrents directs, ça va être des marques qui vont être à peu près à la même taille que la vôtre. Et donc, c'est quand même intéressant d'aller regarder quels sont leurs partenaires. Alors, quand j'entends partenaire, ben, il y a beaucoup de types de partenariats. On peut regarder tout ce qui est partenaire de distribution. Là, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des pharmacies. On sait que dans le domaine de la cosmétique, les pharmacies sont un partenaire de distribution clé. Donc tout ce qui est la distribution, c'est là où votre produit ou votre service il va être vendu. D'accord? Donc vous avez les partenaires de distribution. C'est intéressant de savoir avec quel partenaire de distribution travaillent vos concurrents et de commencer à suivre parce que le partenaire, il est une entreprise à part entière. Donc lui aussi, vous pouvez suivre son activité. Lui aussi, vous pouvez suivre sa communication et regarder un petit peu toute son évolution. Vous avez aussi les sous-traitants. Alors ça, c'est une information qui peut être un petit peu plus difficile à trouver, mais parfois quand on cherche bien, au détour d'un packaging ou dans des mentions sur les sites, justement, quels sont nos partenaires, ou des remerciements parfois. Si vous connaissez une marque concurrente que vous surveillez de près et qu'elle organise un événement, elle va potentiellement remercier à un moment donné ses partenaires en publiant les logos. Donc vous saurez quel est son partenaire et vous allez pouvoir aussi donc découvrir quels sont les services proposés par le partenaire, quelle est son actualité, qu'est-ce qu'il propose en ce moment, etc. Et après, vous avez tous les types finalement de prestataires et j'en arrive pour aller rapidement parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je vois qu'il y a des questions qui passent. Dans les prestataires, bien sûr, on pense aux partenaires de communication. Donc, quels sont les prestataires de communication avec lesquels les concurrents travaillent? Quelle est l'actualité de ces partenaires-là? Ça doit faire partie de votre veille, même si encore une fois, l'idée n'est pas d'être complètement focalisé, mais 1 heure par semaine, d'avoir son petit dossier que l'on complète au fur et à mesure. Exactement. Et il y a un autre élément aussi qui est très souvent négligé. Et après, on va répondre, on va répondre, on va interagir avec, enfin, faire un retour sur vos questions. Ce sont les salons. Les salons, j'ai remarqué que c'est quelque chose que vous oubliez très souvent lorsque vous êtes en création d'entreprise ou même lorsque vous êtes déjà entrepreneur. Les salons, c'est votre mine d'or. Par exemple, pour les personnes qui sont intéressées par le secteur cosmétique, il y a à peu près 1 mois, il y avait 2 énormes salons sur Paris pour les entrepreneurs de cosmétiques. Donc, les 2 salons se trouvaient au Carrousel du Louvre. Donc, il y en avait un qui était uniquement dédié en fait, à l'industrie cosmétique, ce qu'on appelle industrie cosmétique, c'est-à-dire ce sont les fournisseurs. Donc, c'était des fournisseurs de matières premières, de packaging, etc. Donc, c'était un salon qui regroupait presque plus d'une centaine de fournisseurs, donc pas uniquement en France. Donc, autant vous dire que aller dans un salon où vous avez une centaine de fournisseurs dans un seul et même endroit, c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les fournisseurs, c'est déjà très difficile à trouver sur Internet parce que leur site Internet n'est pas forcément optimisé. Donc, il se peut que vous ne les voyez pas, enfin, que vous ayez du mal à les trouver en fait en moteur de recherche Google, surtout en cosmétique. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il y a beaucoup de fournisseurs que vous n'allez même pas réussir à trouver peut-être sur Internet. Donc c'est déjà grâce aux salons peut-être que vous allez faire votre réseau. Et les salons, en fait, le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est que parfois la communication, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les salons, ils vont pas communiquer partout sur Instagram, ceci, cela, et que parfois, en fait, vous n'allez pas forcément voir l'information. Donc c'est à vous aussi d'être capable de prendre le réflexe de se dire, est-ce qu'il y a des salons qui pourraient être intéressants? Et même justement pour répondre à ta question pour revenir sur le sujet du marché des sous-vêtements, tu vois, par exemple, typiquement, même un salon qui peut être lié au textile, à la mode, c'est typiquement le genre d'endroit. Même si c'est un secteur d'activité qui n'est pas directement le tien, où tu peux trouver des sources d'inspiration
pour ta création de produits, pour tes packaging, etc. Donc, les salons, prenaient vraiment le réflexe d'y aller, de regarder ce qu'il y a sur votre région. Après, c'est vrai que bon, bah, malheureusement, si on est en province, on a un petit peu moins, c'est beaucoup plus sur la capitale. Mais c'est vrai que les salons, c'est vraiment une mine d'or, en fait. C'est tout votre secteur d'activité réuni en un seul et même endroit, généralement. Donc, clairement, c'est une mine d'or. Et même lorsqu'on est entrepreneur, hein, clairement, pour faire des rencontres, pour agrandir notre réseau, enfin, clairement, c'est l'endroit, s'il y a bien un endroit où il faut être, c'est les salons. Et oui, tu as raison, Jessica, d'autant plus que sur les salons, pour pouvoir définir sa gamme de produits ou de services, ben, on a un acteur clé qui est le fournisseur. Parce que il y a certains, alors dans les services, c'est moins le cas. Dans les services, on est pas rarement dépendant d'un fournisseur, hein. En général, Ouais. on repose plus le service sur les compétences que l'on possède ou que l'on acquiert d'une manière soit personnelle, soit en embauchant. Mais sur les produits, c'est vrai que quand on veut développer un produit, bah, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on passe par un fournisseur. Et trouver ces fournisseurs, c'est souvent compliqué. D'ailleurs, nous, on nous pose souvent la question, on nous demande souvent où trouver mes fournisseurs, comment je peux trouver mes fournisseurs. Et les salons, bah, c'est vraiment justement l'occasion d'aller à la rencontre, en plus en physique, des fournisseurs et aussi de un petit peu de tâter finalement comment dire, est-ce que le projet il est réaliste? Est-ce que vraiment ce que je veux développer comme gamme de produits, ça c'est faisable? Est-ce que je peux trouver un partenaire, un fournisseur sur le long terme? Et il me semble en plus que parfois les fournisseurs communiquent sur justement les marques avec lesquelles ils travaillent parce que c'est un gage de confiance en fait. Quand ils peuvent dire ah voilà, on est les sous-traitants aussi de telle et telle et telle marque, bah là vous avez déjà un point de référence pour pouvoir leur accorder votre confiance. Donc ça aussi ça compte énormément, mais c'est pas des informations qui vont être disponibles sur Internet. Donc finalement, quand on parle de veille, vous voyez, ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble dans ce live, et vous voyez que la veille, c'est pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, regarder son concurrent de gauche et regarder son concurrent de droite. On a quand même en train de balayer un grand nombre d'acteurs et on n'a pas fini, n'est-ce pas, Jessica? Non, du tout, du tout. Mais je voulais juste revenir sur la remarque de Joanna, donc, qui disait qu'elle comparait la communication de la marque Kylie Cosmetics et la marque française L'Oréal. Il y a une énorme différence. Alors, effectivement, il y a une grande différence, mais n'hésite pas à nous dire ce que toi, tu aimes justement sur la communication de Kylie. Parce que effectivement, après, alors, je comprends ton point de vue. Ça peut être aussi une question de cible. Moi, d'un point de vue plus personnel sur la communication de L'Oréal Paris, je trouve qu'ils ont aussi un petit peu de mal à se chercher actuellement. L'Oréal Paris, avant, on était sur une cible qui était très parisienne, une femme active, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, je trouve qu'ils sont encore un petit peu, voilà, ils se cherchent un petit peu sur leur cœur de cible. Mais en tout cas, n'hésite pas à partager avec nous, avec moi, qu'est-ce qui te plaît dans la communication de Kylie, justement. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Alors, on a une autre question, Emmanuel. Je veux me lancer dans le marché très concurrentiel de la modest fashion. J'ai peur de ne pas y trouver ma place. Comment faire? Alors, bah oui, effectivement, c'est un marché très concurrentiel parce que c'est un marché qui a explosé et qui suit un petit peu hein, les prévisions qui avaient été faites il y a quelques années, comme quoi ce marché, il allait vraiment être en développement et en forte croissance à l'intérieur du marché de la mode en général. Donc, c'est vrai que c'est un marché très concurrentiel et si tu es arrivé de là tout de suite, du coup, bah moi, ce que je t'invite à faire, c'est de surtout venir voir le replay parce que tu vas avoir un certain nombre d'informations, notamment sur le fait que au sein de la modest fashion, tu vas avoir besoin de connaître quels sont les grands acteurs, les grandes marques. Donc, pour ne citer que Modanisa, par exemple, hein, qui c'est pas tellement l'idée de d'aller recopier ce que fait Modanisa ou pas, mais c'est plus de regarder encore une fois euh, qu'est-ce que cette grande marque historique nous apprend dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de communiquer, dans les événements qu'elle organise.
et de regarder aussi si Modaniza a participé à publier des études sur le marché de la modest fashion. Sur ce marché aussi, tu as l'excellente source d'information qui s'appelle Salam Gateway, qui publie chaque année des rapports et un certain nombre d'articles qui exposent en fait vraiment le développement de la modest fashion à l'international. Donc, pour pouvoir te lancer, donc déjà je comprends que tu aies peur de pas y trouver ta place. Hein, c'est toujours, on a toujours un petit peu le trac avant de se lancer, mais ne t'inquiète pas. Tu peux rapidement gagner en expertise et réussir à comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir lancer une gamme de produits ou de services qui va, par exemple, être manquante. En fait, en étudiant bien le secteur de la modest fashion, en connaissant bien justement quelles sont les grandes marques, les petites marques, celles qui ont extrêmement percé ces dernières années, comment elles ont fait, sur quoi elles se sont basées. Moi, je pense beaucoup à l'identité de marque, même plus, je dirais l'univers de marque. Si je peux donner un conseil aux gens qui justement ont un petit peu peur d'aller sur le marché de la modest fashion, parce que c'est très concurrentiel, c'est de réfléchir en termes d'univers de marque. Si vous regardez les petites marques qui ont bien percé ces dernières années, c'est vraiment celles qui ont su créer un univers qui est très immersif et qui donne envie finalement de se laisser captiver et d'entrer dans cet univers. Parce que finalement, dans la mode, il y a beaucoup de similitudes en termes de produits. Finalement, voilà, vu que c'est des tendances, voilà, une saison, on va avoir ce type d'ensemble qui va toujours revenir. La saison d'après, c'est ce type de manteau qui va toujours revenir. Donc, c'est vrai que et d'ailleurs, c'est ce que souvent c'est ce que les clients veulent. C'est une phrase, une citation du fondateur de Zara que je dis tout le temps. Le fondateur de Zara disait euh, je dis aux clientes, dites-moi ce que vous voulez et je vais vous le faire. Donc un bon fondateur d'une marque de mode ou de modest fashion, il doit savoir ce que les clients veulent et il doit leur faire. D'accord? Mais pour vraiment que ça permette de se démarquer, il va falloir créer un univers de marque. Ouais, et d'ailleurs, pour parler d'univers de marque, ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre univers de marque, je pense qu'aujourd'hui, le succès d'une entreprise, ça repose presque sur un 50-50 entre univers de marque et produit. C'est-à-dire que l'univers de marque, je trouve qu'il est parfois trop bancal ou un petit peu négligé ou pas forcément clair dans la tête du consommateur. L'univers de marque, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de fidéliser et d'avoir de véritables ambassadeurs de votre marque. Les ambassadeurs, ça veut dire que c'est des clients, mais on n'est même pas sur le client classique. Les ambassadeurs, on est sur le client plus plus. On est sur la personne qui va déjà être un client récurrent, mais qui va en fait parler de votre marque, qui va vous faire de la communication gratuitement via le bouche à oreille. Donc, c'est vrai que votre identité de marque, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de... J'ai pas beaucoup de marques en tête où je me dis, waouh, l'identité de marque est incroyable. Je trouve que c'est quelque chose qui est encore un petit peu délaissé, contrairement aux produits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entreprend, on a tendance à tellement se concentrer sur qu'est-ce qu'on va sortir, quel produit, quelle gamme, etc., que on en oublie un petit peu, bah, du coup, l'identité de la marque, l'univers de la marque, etc. Sauf qu'au final, c'est ce qui va le plus rester dans la tête du consommateur. Donc vraiment, l'identité de marque, l'univers de marque, c'est une thématique qui est très très longue qu'on aborde hein, dans notre formation POWIS pendant toute une semaine sur laquelle on travaille du coup. Mais c'est vrai que voilà, si on devait faire un live, ça nous prendrait un live entier en tout cas sur l'identité de marque. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut vraiment garder en tête au même titre que le produit ou les gammes de produits qui vont sortir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en préparation de ce live, on avait reçu une question Oui. qui était comment proposer une gamme de produits tout en étant cohérent avec notre marque. Donc, je suppose avec l'identité de marque. Et ce que ça m'avait inspiré, c'était que il fallait faire vraiment une espèce
de petits calculs en partant du fait que l'identité de la marque, elle va reposer sur des piliers. Ces piliers, ils vont être notamment les valeurs et la mission. C'est-à-dire quelles sont les valeurs que je défends, quelles sont les valeurs que ma marque défend, pour laquelle ma marque s'engage, et en même temps, quelle est la mission de mon entreprise? Donc, qu'est-ce que je sers comme objectif, comme cause? Et pour pouvoir avoir une gamme de produits ou de services qui va être cohérent avec ça, ben justement, l'idée, ça va vraiment être de servir la mission tout en étant dans le respect des valeurs qu'on prône. Et c'est comme ça finalement qu'on parvient à cette cohérence. Ouais, exactement, tout à fait. Et pour rebondir dessus, c'est vrai que l'identité de la marque, faut vraiment aussi, bah, comme tu l'as expliqué, il y a la mission, on va avoir les valeurs, mais c'est aussi réfléchir à tout ce que vous voulez véhiculer de manière intangible. En fait, l'identité de marque, je pense qu'elle est souvent mise de côté parce que du coup, c'est quelque chose qui est tellement intangible, entre guillemets, par rapport à un produit, C'est que abstrait. c'est quelque chose qu'on travaille un petit peu moins. Mais dites-vous bien que c'est ce que le client va voir en premier avant même votre produit. C'est-à-dire qu'avant de voir votre produit, peut-être qu'il va être attiré déjà par votre marque ou il va être interpellé par votre marque. Il va se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est comme marque? Et à partir de là, il va regarder un petit peu ce que vous proposez. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a les élèves en formation, les trainees en formation chez Powys, on passe un exercice très particulier qui s'appelle le prisme de marque, qui va leur permettre en fait justement de créer tout cet univers et de ne rien oublier. Parce que quand on crée un univers de marque, on peut avoir tendance à oublier certaines facettes. Or, une marque, c'est quelque chose de vivant. Et c'est la marque qui va porter la gamme des produits et des services qu'on vend. Aujourd'hui, en tant que consommateur, vous savez qu'il y a certains produits que vous achetez à cause de la marque. Donc, de la même manière, quand vous vous lancez, et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir si ce soir dans le live, il y a des personnes qui ne sont pas encore lancées ou qui sont en train de se lancer. Donc, laissez-nous un petit message dans le chat. Donc c'est la marque en fait qui va porter les produits, c'est la marque qui va porter les services. Quand on veut se lancer en tant que freelance par exemple, bah, c'est la marque personnelle qui va porter les services qu'on propose. Donc c'est ce qu'on appelle le personal branding de l'entrepreneur. Donc il va personnifier sa marque et c'est sa personne, sa manière de présenter sa personne dans son marketing et sa communication qui va porter son offre de service. Donc vous voyez que quand on parle finalement de définir sa gamme de produits ou de services, eh bien quand on creuse un peu, on arrive notamment sur la question de la connaissance du marché, hein, on en a beaucoup parlé, l'expertise marché et l'univers de marque qui va venir justement attirer et mettre en immersion les clients et toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à ce que vous proposez. Ouais, exactement. Bah, ce que j'aime beaucoup dire, généralement aux trainees que j'accompagne, c'est qu'une marque, c'est comme une personne. En fait, une marque, c'est vraiment une personne. Donc, avec une personne a toujours un trait de caractère. Et votre marque, c'est un petit peu pareil. Et pareil, une personne, ça va évoluer. Donc, par rapport au cycle de la vie, et ben, une marque, c'est la même chose. Donc, vraiment se dire qu'une marque, c'est une personne. Si vous avez une marque qui est fun, dynamique, etc., vous savez que potentiellement, j'extrapole, mais vous n'allez pas être sur une identité visuelle qui est sombre, avec du noir, etc., ou du gris, des couleurs neutres. Donc, c'est vraiment toute cette démarche, toute cette logique qu'il faut être capable d'avoir en tête quand on commence justement à travailler aussi son identité de marque. Oui, d'autant plus que pour pouvoir travailler cette identité de marque et qu'elle fasse mouche sur le secteur dans lequel vous allez vous lancer, l'idée, c'est justement de connaître ce qui se fait déjà. Donc, quand vous avez une idée précise de, OK, bon, il y a des marques, ça fait 30 ans qu'elles sont là, elles font ça, ça, ça. Il y a des petites marques qui viennent de se lancer ces dernières années, elles font ça, ça, ça. Finalement, je vois que personne ne fait comme ça. Ça me fait toujours penser à comment il s'appelle Nousr qui a comment dire qui
J'ai les idées qui viennent à toute vitesse, euh, qui, euh, qui a des restaurants en Turquie de viande et donc qui a complètement révolutionné l'image du garçon boucher, du garçon serveur, du cuisinier. Euh, c'est quasiment certain qu'il s'est dit, mais en fait, personne ne présente la cuisine de la viande de cette manière. Donc lui, il a pu y aller. Donc si vous faites le parallèle avec vous qui voulez vous lancer, peut-être que vous êtes en train justement d'écouter le marché, de regarder ce qui se fait, et vous vous rendez compte que ah mais personne ne fait ça. En fait là il y a un immense vide, et donc moi je peux peut-être y aller, je peux peut-être foncer. Ouais, grâce à une simple gestuelle. Oui, mais quand même tout un Ouais, personal branding auto, avec une véritable incarnation du personnage. Mais c'est ce que tu disais, une marque, elle a une personnalité. Elle a une personnalité, elle a un univers, et c'est exactement ce sur quoi on travaille quand on passe la semaine justement sur tout ce qui est identité de marque avec nos élèves en formation. C'est vraiment le cœur en fait des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une notion qu'on voit assez tôt dans la formation parce que ça va porter après justement le produit ou le service qui va être mis en vente par la suite par l'entrepreneur. yes, exactement. Et tu sais, je te vois avec tes écouteurs avec les fils, et ça me fait, c'est la transition parfaite pour la source d'information suivante dont je voulais vous parler, qui est justement tout ce qui est source d'influence, donc influenceurs et célébrités plus ou moins à plus ou moins grande échelle, parce que figurez-vous que sur un simple produit, par exemple comme des AirPods, eh bien, on peut avoir l'influence justement des célébrités. Si vous ne l'avez pas remarqué, ça fait quelque temps, c'est assez récent, que justement la tendance des écouteurs filaires revient. Donc on a beaucoup de célébrités qui se sont affichées publiquement, non plus avec des AirPods, mais avec des écouteurs filaires. On peut imaginer que ça pourrait avoir un impact sur le marché de tout ce qui est écouteurs Bluetooth. Donc la raison, est-ce que au final c'est parce que tout le monde trouve que ça bug, qu'on s'entend pas, que la qualité de son n'est pas top et qu'on revient au filaire? Ou bien est-ce que c'est, comme certains l'ont dit, une espèce de nostalgie, une tendance à vouloir revenir un petit peu, un petit coup de rétro, un petit peu à tout ce qui est en arrière, ou le côté moins travaillé de l'image que les célébrités veulent projeter. Mais dans tous les cas, on voit ces derniers temps beaucoup de célébrités avec des écouteurs filaires, et je suis quasiment sûre que ça va avoir un impact sur le secteur des écouteurs et de tout ce qui est Bluetooth, de tout ce qui est connectique audio Bluetooth. J'en doute pas. Donc voilà, donc ça c'était un exemple en particulier, mais ça fait partie aussi de tout ce que vous devez surveiller, tout ce qui est influenceur de votre secteur. Donc ce qui est intéressant, en fait, tout dépend comment vous voulez pousser les choses. Mais si vous voulez vraiment faire le travail en profondeur, eh bien, moi ce que je vous encourage à faire, c'est à tenir un tableau des influenceurs qui pour vous ont un rôle vraiment important dans votre secteur. Et ce tableau, ben, l'idée, ça va être de voir, en fait, de l'alimenter, peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, avec les chiffres des abonnés de ces influenceurs-là. Parce que en fait, ça vous permet de voir qui progresse et comment ça progresse. Parce que vous allez avoir peut-être aujourd'hui une personne qui va avoir beaucoup d'abonnés, et quand vous revenez dans 6 mois, cet influenceur n'a pas progressé. En revanche, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a peu d'abonnés, et vous revenez dans 6 mois, la personne, au niveau de ses abonnés, toutes plateformes confondues, elle a explosé. Donc là, vous avez une indication clé, vous avez une information qui vous dit que cette personne euh, est écoutée. Cette personne est suivie, elle est écoutée, et donc quand elle se prononce, ça va avoir un impact. Donc ça vous donne encore une fois, une source d'information à écouter, à voir de quoi elle parle,
Et on parlait des partenaires avec qui elle travaille, comment ça évolue. Est-ce que ce sont des partenariats qui sont fidèles, qui sont réguliers, ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est plein de partenariats différents? Et de voir vraiment, en fait, quels sont les nouveaux influenceurs qui arrivent, qui est-ce qui monte, qui est-ce qui stagne. C'est tout à fait faisable en fait dans un petit tableau Excel, et c'est comment dire, ça a vraiment vous permettre d'avoir une vision avec beaucoup de recul et beaucoup de hauteur pour pouvoir bien écouter votre marché. Est-ce que tu vois d'autres sources d'informations quand on fait sa veille marché dans le but de définir sa gamme de produits et de services, Jessica? Bah écoute, je pense que là, on a balayé les sources principales, en tout cas, de l'étude de marché, enfin en tout cas de la veille pour votre étude de marché. Donc là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Je pense qu'on a vraiment balayé les plus importantes, en tout cas vraiment celles que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Yes. Bah, écoutez, je vois qu'il est 20 heures. Du coup, c'est passé hyper vite. Je pensais pas que ça allait passer aussi vite. Ça nous a fait super plaisir de vous voir pendant ce live. Je vous rappelle que vous pouvez tenter d'être sélectionné pour avoir une place pour le business coaching offert. Donc pour cela, vous allez dans la bio de Powys officiel et vous cliquez sur le petit lien. Vous allez pouvoir déposer votre candidature et tenter de gagner une séance de 2 heures de business coaching. Et si vous voulez discuter plus en profondeur de votre projet avec notre équipe, eh bien sachez que Jessica peut vous recevoir par téléphone en rendez-vous pour discuter un petit peu plus en profondeur de votre projet. Hein. Comment ça se passe un petit peu les rendez-vous, Jessica? Bah écoute, c'est très simple, hein. Vous pouvez nous écrire directement sur le compte de Powys et on conviendra ensemble d'un rendez-vous téléphonique sur lequel justement on pourra échanger un petit peu sur votre projet et je pourrais déjà vous donner des premiers conseils pour vous aider un petit peu à pousser la réflexion. Et vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour le coaching parce que c'est la seconde fois qu'on refait cette séance. Et la première fois, c'était juste un moment qui était génial. Les retours étaient très bons. C'est 2 heures qui vont vraiment vous permettre de gagner des mois et des mois dans la réflexion autour de votre projet, sincèrement. Et vous allez vous rendre compte que vraiment, en étant focus sur un seul objectif, vous pouvez avancer très rapidement. Et c'est tout le but, en fait, de cette séance de coaching de 2 heures où vous allez vous rendre compte qu'en 2 heures, vous allez vraiment pouvoir affiner votre réflexion et vraiment même valider certaines étapes de votre business, tout ça en seulement 2 heures. Donc vraiment, inscrivez-vous. Je vous y invite fortement. Yes. Merci à toi, Jessica. C'était un plaisir. Bah, Je vous merci à souhaite toi pour une le live. excellente soirée. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine puisque on reprend les lives tous les mercredis à 19 heures. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt.